Salut à tous, les Vetters, c'est Patrick de l'équipe Vetted. Aujourd'hui, je vous ai concocté une vidéo absolument dingue. Jesse Michaels d'American Alchemy vient de publier une interview vraiment explosive concernant Skywatcher et Jake Barber. Vous allez vouloir voir ça. J'ai des moments forts à vous montrer. Alors, avant de commencer, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu, Vetters. Ça aide vraiment beaucoup les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton d'abonnement. Je sors de nouvelles vidéos chaque semaine sur le phénomène OVNI. Entrons dans le vif du sujet. Jesse a récemment publié une bande-annonce pour cette vidéo, donc je vais vous la montrer tout de suite. Mais j'ai aussi un extrait vraiment spécial du plein épisode. Alors assurez-vous de rester avec nous car vous allez absolument vouloir le voir. Et un extrait tout à fait spécial du Dr. Stephen Greer qui parle de Jake Barber que j'ai trouvé particulièrement intéressant et qui ajoute un certain contexte à cette nouvelle vidéo de Jesse Michaels. Alors, plongeons-nous. Voici la bande-annonce. Skywatcher est véritablement une entreprise technologique qui a été lancée en raison des UAP. Dès qu'on active le sifflet à chien, les PN viennent littéralement à nous, jour après jour. Jordan, notre responsable son, est venu nous voir, Alex et moi, en disant « Hey, demain, on va voir, tu sais, un conflit dans le ciel. On va avoir différents PN qui vont arriver. Il a et vraiment il va y avoir senti ce qui vient de se il a passer. dit ça. Oh là là! Si nous observons plusieurs classes, 3 classes différentes aujourd'hui, nous les avons toutes vues avec des jumelles et ou à l'œil nu, ce qui est vraiment nouveau pour nous. Nous n'avons pas eu cette expérience au cours des 5 dernières années. De nos jours, étant donné que nos plateformes technologiques sont devenues si sophistiquées pour générer des effets, elles peuvent imiter n'importe quoi, et nos plateformes de détection sont si bien avancées que nous pouvons voir beaucoup plus. Alors, c'est vraiment un véritable zoo d'options et de possibilités. Nous avons 3 spectres et nous les voyons sur le radar. Ensuite, on monte dans l'hélicoptère pour les poursuivre et ils nous échappent, n'est-ce pas? Mais ils nous échappent parce que le sol peut les voir s'échapper. Depuis les airs, on ne les a jamais vus, n'est-ce pas? On est là avec des jumelles. On est là avec... Caméra. Caméra. La raison pour laquelle l'électro-optique peut les voir, mais ne le peut pas, c'est parce que ce petit plus est l'endroit où ils émettent réellement de la lumière. Je pense que le gouvernement est divisé en ce moment. Je pense qu'ils détiennent une physique secrète très avancée, ainsi que des connaissances et de la science qu'ils possèdent probablement depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez qu'il existe des connaissances en physique détenues par des entreprises aérospatiales qui sont inconnues. Il y a certainement des connaissances en matériaux. Matériaux? Bon, d'accord. La science des matériaux. Ce qui implique la physique topologique ou je ne sais quoi. Ce que je pense que beaucoup de gens attendent de ce sujet, c'est que tout s'agence si bien et parfaitement. Vous savez, c'est comme si ce que vous voyez dans le ciel, c'est ce que nous avons au sol. Ce sont les trucs de science secrète. C'est l'affaire de la conscience et tout s'assemble parfaitement. Et puis aussi les extraterrestres, ils viennent de zéta réticulés et vous vous dites, oh, c'est facile. Alors qu'en fait, toutes ces choses peuvent être des fils disparates. L'espace aérien n'est pas classé secret défense et nous observons bel et bien des phénomènes dans les cieux. Ces objets semblent être présents de manière permanente là-haut, alors qu'il était en plein milieu de sa manœuvre de virage, juste avant qu'il ne puisse diriger ses capteurs vers le pan. Le pan nous a soudainement frappé avec une arme à énergie dirigée. Donc, encore une fois, je mettrai un lien vers la vidéo dans la description. N'hésitez pas à aller voir l'interview complète. Elle dure environ 2 heures, mais elle vaut vraiment le coup d'être regardée. C'est honnêtement vraiment quelque chose d'assez excitant et un aspect particulièrement passionnant. Et même le passage de l'interview que j'ai trouvé le plus fascinant, c'était ce moment où Jesse et son invité commençaient à discuter de la récupération d'engins écrasés. Parce que c'est exactement ce que Jake Barber et Skywatcher nous avaient promis. Il est donc tout à fait normal que nous fassions un suivi pour demander. Alors, où en êtes-vous avec ces appareils que vous deviez nous fournir? Classe 9. La classe numéro 9, c'est là. Oui. Alors, c'est tellement fascinant. Est-ce l'espoir? Parce que, vous savez, j'ai parlé à Jake, je crois que c'était en janvier, et on a eu une discussion vraiment intéressante. Il a exprimé et dégageait beaucoup de confiance. Il a dit, dans 6 mois, on va faire atterrir ce truc. Si tout se déroule comme prévu j'essaie de ne pas donner de date précise, mais d'ici la première moitié de l'année 2025, nous espérons pouvoir réaliser une démonstration et inviter des membres importants du public issus d'institutions pour leur présenter cela et peut-être même concrétiser quelque chose sur le terrain. Et ça va répondre à beaucoup de questions.
ce serait quelque chose de tout à fait absolument insensé. Et je ne sais pas trop, c'est peut-être, vous voyez, un genre de calendrier à la Elon Musk qui serait un petit peu trop agressif ou quelque chose dans ce genre-là. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que vous, les gars, vous pourriez réussir à faire atterrir l'œuf? Est-ce que, j'imagine, je suppose que c'est là tout l'espoir que l'on peut avoir en raison de toute son expérience passée dans ce domaine précis. Je regarde certaines de ces autres catégories et pour moi, il y a un tel écart entre, je ne sais pas, la raie manta ou le frelon ou d'autres choses de ce genre. Et vous savez, un objet bien concret posé sur le sol que l'on peut déconstruire pour le comprendre et le faire voler. Alors, est-ce que tout notre espoir repose vraiment sur l'œuf et est-ce que vous seriez capable de le faire descendre vraiment, vraiment très vite? Enfin, vous voyez, en utilisant uniquement des moyens psioniques tout à fait pacifiques. Je ne sais littéralement ouais, pas. je vois. Est-ce que l'œuf est un véritable engin? Est-ce que la chose que nous avons imagée avec notre système d'imagerie rudimentaire à l'époque est même là? N'est-ce pas? Si c'est là, Jordan ou quelqu'un d'autre peut-il le contrôler? N'est-ce pas? S'ils peuvent le contrôler, sont-ils capables de lui ordonner d'atterrir et de le faire atterrir? J'affirmerais que dans toute l'histoire connue, cela n'est jamais arrivé, n'est-ce pas? Et si cela s'est produit, c'est dans un programme secret dont personne n'a connaissance. Eh bien, selon Jake, c'est arrivé. Eh bien, oui. Alors, montrez-moi l'argent. Je reste tout à fait ouvert. Oui, c'est tout à fait ça. Je garde mon espoir. Je comprends J'aimerais parfaitement. vraiment beaucoup que cela puisse se réaliser. Ce serait absolument parfait. Est-ce que cela va se produire? Est-ce que cela va arriver d'ici 6 mois? Je n'en ai absolument aucune idée. Est-ce que je ne voudrais pas que ce soit le cas? Bien évidemment que je le voudrais. Est-ce que c'est vraiment celui-là pour lequel vous gardez encore un peu d'espoir pour ce qui est d'une éventuelle forme de récupération de matériel physique réel ou bien est-ce qu'il y en a d'autres qui, selon vous, pourraient être capables de, enfin, vous savez, dont vous pourriez peut-être réussir à extraire de la matière ou... N'importe lequel de ces engins semble posséder des matériaux et une technologie que nous ne comprenons absolument pas. Alors, si l'un d'entre eux venait à atterrir ou à s'écraser, ce serait extrêmement intéressant. Oui, je peux vous pour dire... certains pourraient être non physiques, répondant. Pour d'autres, c'est une sorte de boule de plasma qui est prévue. Je l'accepte. Ça pourrait être Certains pourraient être des hologrammes, des plasmoïdes ou des objets qui, en atterrissant, provoquent une fusion et le sable se transforme en verre, en métal ou Oui, autre. c'est ça, c'est Je ne ça. sais pas. Oui. Bien sûr. Pourquoi pas? Je veux dire, je pense que c'est une question légitime pour Jesse et tu sais, je ne crois pas que Jake aurait de problème à y répondre ou à faire un suivi, que peut-être qu'il fixe juste des délais agressifs comme Elon Musk, tu sais. Mais ça a été dit, n'est-ce pas? Et ils espèrent pouvoir le faire et présenter ces preuves. Ce serait littéralement la preuve irréfutable s'ils parviennent à faire atterrir un de ces engins et pas seulement à le faire atterrir, mais à en prendre possession, n'est-ce pas, et à le montrer au public. Non, c'est ça l'idée. Alors, il faut se souvenir que, soi-disant, nous possédons des centaines d'engins que nous accumulons depuis des décennies, donc cela n'aurait rien de nouveau. Mais cette prochaine partie que je vais vous montrer, venant de James Fowler, qui est l'invité de Jesse dans cet épisode et qui a travaillé avec Skywatcher, capturant toutes ces choses, il est sur le point de faire une déclaration qui, honnêtement, m'a un peu déconcerté, parce qu'une fois que vous l'entendrez, vous comprendrez parfaitement ce que je veux dire. Je crois qu'on a vu 4 UAP s'écraser au fil des ans. C'est vraiment ce que tu as vu? Tu as été témoin de leur chute, de leur crash? C'est absolument incroyable. Et je dis croire pour une multitude de raisons. Nous avons vu 3 de classe 1 quand nous faisions Q. Vous savez, en 2023, lorsque nous avons fait quelque chose de spécial pour le gouvernement, les UAP se sont comportés différemment. Et nous avons vu environ 200 UAP en une journée sur une période de 4 heures. Et ils étaient tous, presque tous, de classe 1 à ce moment-là. Et ils arrivaient vraiment, au lieu de juste survoler notre espace aérien, ils venaient directement d'au-dessus de nous, comme s'ils venaient de l'espace. Alors ils descendaient tout droit, c'était l'entrée, et puis ils repartaient à basse altitude, loin de nous. Et ils le faisaient un par un, 2 par 2, 3 par 3 à chaque fois. Nous en avons vu environ 200 au total, 200 sorties. Les missions de classe 1 qu'ils effectuaient, c'est différent, n'est-ce pas? Pendant qu'ils faisaient cela, nous en avons vu 3 qui, au lieu de s'éloigner à basse altitude, sont arrivés en angle directement au-dessus de nos têtes et ont simplement continué comme s'ils se dirigeaient vers le sol et ils sont passés sous les lignes de crête et nous ne les avons jamais vus remonter. Et tu allais les chercher? Oui, alors en fait, c'était vraiment un très mauvais moment. Cette année-là, nous avons eu des pluies absolument épiques. Cet après-midi-là, après que le spectacle fut terminé, il a plu sans interruption pendant environ 2 jours d'affilée. Oh là là. J'ai dû attendre à peu près une semaine et ensuite j'ai emmené toute une équipe avec moi pour partir à la recherche d'un drone de cartel qui s'était écrasé. Et nous étions là-bas en train de chercher pendant probablement 6 ou 8 heures d'affilée. Nous n'avons absolument rien trouvé. Et encore une fois, qu'est-ce que nous sommes en train de chercher? Je cherche une boule de cristal faite en verre. Je ne suis pas en train de chercher un cube. Je ne cherche pas une carcasse. Qu'est-ce que je cherche? Un tétraèdre. Qu'est-ce que je cherche ici? Aucune idée. Et certains de ces déserts sont extrêmement accidentés. Et à l'époque, je n'avais pas d'hélicoptère. C'est ça, ouais.
Et puis en 2024, nous avons vu un Class 8 qui a commencé à 3500 mètres au-dessus de nous alors qu'il effectuait sa sortie. Et puis il a terminé sa sortie à seulement quelques centaines de mètres au-dessus du sol. Encore une fois, juste au niveau du terrain. Oula! Alors, nous sommes sortis en janvier et avons volé pendant peut-être 2 heures ou même 1 heure à la recherche de n'importe quoi. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on cherche? On ne sait pas. Un terrain très accidenté et difficile. Nous pensons donc les avoir vus s'écraser sans que nous ayons, à notre connaissance, fait quoi que ce soit pour cela. Mais nous n'avons pas encore trouvé d'épave ou quoi que ce soit pour montrer qu'il y a quelque chose ici. C'est tellement fascinant. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils pensent qu'ils ont vu 4 objets volants non identifiés s'écraser au fil des ans, mais littéralement aucune preuve pour montrer quoi que ce soit de tout ça. Ils n'ont rien trouvé qui leur ferait croire qu'ils se sont écrasés ou même atterris, n'est-ce pas? Ils se sont juste approchés de la surface ou du terrain, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas pu y pénétrer à cause des conditions météorologiques. Ils n'avaient pas d'hélicoptère ni les ressources nécessaires pour faire un suivi. Alors pourquoi supposer qu'ils se sont écrasés? Je ne sais pas, c'est une conclusion intéressante et à tirer sans la moindre indication, vous amenant à croire qu'ils se sont écrasés, ont atterri ou quoi que ce soit, non? Et même s'ils avaient atterri ou... non, c'était écrasé, les morceaux seraient toujours là, non? S'ils ont atterri, ont fait le plein et sont repartis, alors là, c'est différent. Mais quand tu dis qu'ils se sont écrasés, ça me fait penser qu'ils ne sont plus, qu'ils ne peuvent plus voler, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas. Je suis juste un peu confus par cela. Ce serait vraiment intéressant de voir les preuves qui l'ont amené à prononcer ces mots, n'est-ce pas? Quelles preuves vous ont précisément conduit à affirmer qu'ils se sont écrasés? Parce que je ne crois pas que ce qu'il a expliqué dans cet extrait soit suffisant. James Fowler serait quelqu'un d'absolument fascinant à rencontrer. Et il a l'air d'être un type vraiment super qui aide Skywatcher à organiser tout ça. Et il est très analytique. Il se base sur les données. Et j'adore tout cet aspect-là, pas vous? Mais j'ai vraiment plus de questions sur tout ça. Donc, encore une fois, une interview fascinante avec James Fowler sur la chaîne de Jesse Michael, American Alchemy. Encore une fois, je mettrai un lien dans la description. Allez voir l'interview complète. Ça vaut vraiment le coup de la regarder. Ils abordent beaucoup de ces détails sur Skywatcher et leur fonctionnement, comment ils capturent ces données et toutes les différentes classes du APEC qu'ils ont établies. Donc, bref, le lien est dans la description. Maintenant, passons à ce dernier extrait pour lequel j'espère que vous êtes restés curieux, qui est du docteur Stephen Greer, qui a déjà travaillé avec Jake Barber et Skywatcher par le passé. Et il s'agit d'un extrait datant de quelques mois, mais étant donné ce dont ils discutent actuellement, j'ai trouvé que c'était tout à fait pertinent. Je pense que la plus importante nouvelle dans ce monde a été l'interview de Jake Barber. Ah oui, j'ai travaillé avec M. Barber depuis quelques années et je connaissais ses activités. Pourtant, très peu de ce qu'il a fait et de ce qu'il sait n'a encore été révélé. Très peu. Mais ça, c'est pour des raisons que nous pourrons aborder plus tard. C'est entendu. Alors, Jake Barber est un vétéran de l'armée de l'air américaine. Et une grande partie de l'attention, le point central de cette histoire, était cet engin en forme d'œuf avec lequel il est réellement entré en contact. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui menait des enquêtes ou des recherches et ainsi de suite. C'était en fait une rencontre directe, à la première personne, avec une sorte d'appareil. Non, il faisait partie des équipes de récupération officiellement de la Delta Force. Et cette équipe, je le laisserai dire d'où ils opèrent. J'y suis allé. Une série d'équipes qui auraient été mises pour prendre part à des opérations visant à abattre et à récupérer des véhicules d'origine extraterrestre ou des engins d'intelligence non humaine. Et c'est donc précisément ce que lui et son équipe ont fait. Il était chargé de superviser la sécurité ainsi que le transport pour toutes ces opérations spéciales qui étaient menées depuis les quelques sites secrets basés en plein milieu du désert. Et il se trouve que je me suis personnellement rendu sur chacun de ces sites. Et c'est pourquoi je suis en mesure de vous en parler, vous savez, avec bien plus de précision à ce sujet. Mais c'est bel et bien ce qu'il faisait là-bas. Ce n'était absolument pas une rencontre fortuite ou accidentelle. Il a été opérationnel pendant une 20aine d'années sur certains de ces sites où ça se passe. Et, vous savez, je connais ces sites depuis le début des années 90, bien avant son arrivée. Et c'est ainsi que l'ensemble de ces opérations remonte à une période vraiment très lointaine là-bas. Ce qui fait qu'il a fini par acquérir un rang de responsabilité assez important tout au long de ces nombreuses années. Et il est passé du milieu de la carrière militaire pour ensuite aller travailler en étant intégré au sein d'une grande entité d'entreprise qui faisait de la sous-traitance et qui travaillait un peu de cette manière-là, en collaboration avec le gouvernement et les sociétés du secteur aérospatial dans le but d'acquérir ces mystérieux engins et de faire en sorte qu'ils soient abattus pour ensuite pouvoir les récupérer de manière à ce qu'ils soient transmis pour être analysés ou faire l'objet d'une rétro-ingénierie complète.
C'est donc une très longue et complexe histoire dont seule une partie sera dévoilée immédiatement. Nous prévoyons que le reste de cette année et l'année prochaine, tout sera révélé. Alors, cet œuf-ci, en particulier, c'est un vaisseau spatial, j'imagine. Oui. Est-ce que c'est vraiment d'origine extraterrestre ou bien Oui. Est-ce que c'est le fruit d'un processus de rétro-ingénierie? Non, celui-là était d'origine extraterrestre. Bon, les amis, je mettrai les liens dans la description. Encore une fois, allez voir par vous-même. Et cet extrait du Dr. Stephen Greer, il y a encore plus à découvrir. Je vais mettre un lien dans la description. Allez voir, il y a plus que ça et il y a une interview complète. Mais cet extrait en particulier, je vous conseille de voir la suite si vous avez le temps. Bon, les amis, on se voit à la prochaine. N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau, les amis. Peace.